N'est-ce pas? Je suis peut-être très optimiste sur la nuit. J'ai dit qu'elle était capable du pire comme du meilleur. Non, mais ça dépend de ce qu'on appelle un suicide. Le suicide, ça suppose un acte délibéré, une action de la part du sujet. Mais il y a aussi dans les situations de guerre des situations où les gens se laissent mourir. Ce ne sont pas des suicides, mais ils se laissent mourir oui, certainement. Par absence de désir. Et la question, c'est, pour vivre, il faut désirer vivre. Est-ce que le désir est transportable? C'est-à-dire, est-ce que... Prenez par exemple, je ne vais pas parler à sa place, mais Thomas Pesquet, il a constamment été socialisé, il envoyait des informations, il en recevait. Il n'était pas si loin, il était en connexion permanente avec la Terre. Et surtout, il savait qu'il allait revenir. Mais quelque part, vous mettez de l'eau managériale, puisqu'on pourrait rester socialisé. On parle beaucoup de machines, on parlait d'interfacer nos cerveaux avec des machines et être connectés. Sur Mars, il faut attendre plusieurs minutes avant d'avoir un message. Oui, mais on pourrait avoir l'intelligence artificielle qui crée cette socialisation. Je rêve, encore une fois. On pourrait quand même mobiliser les données de ce qu'on appelle la psychologie du bonheur. Je sais que le terme peut faire sourire, mais ce sont des travaux très très sérieux, la psychologie du bonheur. Et on s'est interrogé sur la question, enfin pas moi, mais des gens comme Daniel Kahneman, par exemple, qui est prix Nobel d'économie en 2002, s'est beaucoup intéressé sur la formalisation du bonheur. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Et on s'aperçoit en réalité que ce qui rend les gens heureux, c'est d'avoir un tout petit peu plus que ce qu'ils ont présentement. En d'autres termes, le bonheur lui-même et le désir est extrêmement adaptable à l'environnement. Par exemple, si ils ont travaillé sur des gens qui se faisaient amputer, etc., qui déclaraient ne plus vouloir vivre, eh bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, au bout d'un mois, ils avaient absorbé cette information et avaient totalement changé leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une résilience intellectuelle qui est quand même, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est très forte. Et moi, je crains plus, si tu veux, le plafond des lois physiques que celui des lois humaines. Oui, mais moi, j'ai parlé des lois humaines justement parce qu'il me semble qu'on ne prend pas assez en compte le plafond des lois physiques. C'est-à-dire que, en gros, le truc, c'est Interstellar ou Gravity, si on prend des références cinématographiques. Oui. Interstellar, vous vous souvenez, c'est la Terre qui est dévastée, irrespirable. Et donc on trouve une exoplanète grâce d'ailleurs à un trou de verre dans le système solaire. Un trou de verre, donc on s'appuie sur des arguments de relativité générale, passionnants. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de trou de verre dans le système solaire. Et donc aller atteindre une exoplanète par un trou de verre, c'est pas possible. Voilà. Et on voit que dans ce film, c'est l'idée que l'exoplanète est notre salut et il faut trouver le moyen d'y aller. Gravity, si vous vous souvenez, c'est un film qui vous montre que la vie dans l'espace, c'est pas marrant du tout. C'est pas marrant du tout. Et la jeune femme qui est l'astronaute héroïne principale du film, quand elle retombe sur Terre, se relève et respire à nouveau, enfin se sent à nouveau chez elle. Et donc il y a une sorte d'opposition entre nous. Gérard, il est plutôt dans la perspective interstellaire. Moi, je suis plutôt dans la perspective Gravity, c'est-à-dire l'espace, c'est du tourisme, on va le développer, on va sans doute coloniser des planètes dans le système solaire, mais je ne crois pas qu'on ira plus loin pour des raisons physiques. Mais vous pensez que quand on parle de probabilité 1 pour l'extinction de la Terre, quelque part c'est un peu fataliste parce que mais non, c'est so what. D'où viendrait la prétention d'être éternel? Non, dans un univers qui ne le sera pas lui-même. Le système solaire n'est pas éternel. Le Soleil lui-même n'est pas éternel. La stabilité de la trajectoire de la Terre autour du Soleil est chaotique. Elle deviendra chaotique avant même que le Soleil disparaisse. Et donc, on sait qu'on est condamné. Mais on serait condamné dans un autre système solaire parce que toutes les étoiles sont mortelles. Et donc, il va falloir faire quoi? Se balader d'étoiles, enfin d'exoplanète en exoplanète à mesure que les soleils vont s'éteindre jusqu'à la disparition de l'univers lui-même. Gérald? Non, mais là, évidemment. Non, mais il a raison. C'est l'exode. À vous, Gérald. Moi, j'ai une question. Mais vous parlez d'adaptation de l'être humain à des environnements différents et extrêmes. Comment quelqu'un qui fait des ultra-trails depuis des années à 50 ans passés peut dire que l'être humain ne s'adapte pas à des conditions extrêmes? Là, il y a un truc que je comprends pas. Là, je pense que vous faites une erreur sur la flèche du temps. L'ultra-trail, c'est ce que pratiquaient nos ancêtres. Néandertal, quand il allait chasser, ça a été démontré par... On est sûr de ça? Eh ben, il avait un camp qui était installé près des rivières, en surplomb en général, pour avoir une vision de l'environnement. Et leur parcours de chasse, c'était dans un rayon de 100 km autour du camp. Donc ces gens-là faisaient des efforts très longs, avec pas grand-chose dans le ventre. Ils allaient chasser et ils faisaient des ultra-trails une fois par semaine.
À une telle hauteur, à une telle altitude? L'altitude n'est pas un problème dans l'ultra-trail. On va jamais très très haut, c'est pas de l'alpinisme. Oui, non. Et donc, c'est pas vraiment un problème. Mais par contre, l'endurance, le fait de faire des efforts très longs en n'étant jamais dans le rouge, c'est-à-dire avec un rythme cardiaque en deçà du seuil où on commence à faire de l'acide lactique, c'est des choses que l'humanité a presque toujours fait, je dirais. Et alors pourquoi plus de personnes ne le font pas? Parce que c'est quand même, il y a quand même très très peu de personnes qui peuvent physiquement faire ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui le font, beaucoup de candidats. Il y a un taux d'abandon qui est plus faible qu'au marathon. Oui, mais globalement, si on prend en proportion de l'humanité, il y a une proportion extrêmement faible proportionnellement. Oui, mais peut-être que chez Néandertal, toutes les personnes n'allaient pas chasser que de cette façon. Donc, on peut pas demander à chaque être humain d'être capable de faire ce qu'un être humain est capable de faire. Et donc, du coup, des êtres humains, ceux qui le choisiront, ceux qui le voudront, ceux qui en auront l'envie ou le désir, pourront éventuellement aller sur d'autres planètes et s'y adapter très bien, du coup, si je vous suis. Vous voyez la durée du voyage, encore une fois. Ouais. Vous voyez la durée du voyage. Est-ce qu'on peut survivre? Pour Mars, c'est 6 mois, par exemple. C'est ce qu'on fait dans la station spatiale. Mais pour moi, Mars, c'est du tourisme spatial. C'est pas l'humanité qui va se déplacer sur Mars. On va pas envoyer 8 milliards de personnes sur Mars. Non. D'accord? On va envoyer quelques personnes, de même qu'il y a quelques personnes qui sont allées au sommet de l'Everest. Est-ce que vous savez qu'on a envoyé dans l'espace plus de personnes qu'au sommet du K2? Oui. Oui. D'accord? Ça veut dire que même sur Terre, il y a des endroits parfaitement inhabitables. L'Antarctique, voilà, par exemple. Il y en a même beaucoup. Les océans, il y en a même beaucoup. Qui couvrent même 70% de la Regardez la planète. distribution des populations à la surface de la Terre, il y a très peu d'espace occupé, en fait. Et trouver l'équivalent sur une autre planète, ça ne sera pas de la tarte. Non, ça, c'est sûr. Mais alors, du coup, Gérald,